On va commencer tranquillement à mesure que les gens continuent de rentrer, là. Premièrement, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de participer au webinaire. On est très content de voir que quand même beaucoup de monde qui sont intéressés à en apprendre plus sur la biomasse forestière résiduelle. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager cette énergie renouvelable-là avec vous. Pour le webinaire aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu l'ordre du jour. D'abord, il va y avoir Mathieu Belland de Vision Biomasse Québec qui va nous faire une présentation spécifiquement sur la biomasse forestière résiduelle. Donc, qu'est-ce que c'est quoi ses utilisations, c'est quoi ses avantages, à qui ça s'adresse. Et ensuite, moi-même, chargée de projet énergie et biomasse chez Nature Québec, je vais vous présenter le projet que Nature Québec réalise en ce moment en lien avec la biomasse forestière résiduelle. Vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on offre comme service et comme accompagnement gratuitement, tout ça. Et ensuite, il va y avoir une présentation de M. Léon Gosselin de Transition énergétique Québec qui va nous présenter le programme Biomasse forestière résiduelle, qui est un programme de financement super intéressant. Et dernièrement, on va avoir un témoignage d'un utilisateur actuel de biomasse forestière résiduelle qui s'est converti vers cette énergie-là dans le passé, M. Martin Bouchard, de la municipalité de la Dorée. Pour ce qui est des questions, après chacune de ces présentations-là, on va avoir un petit 5 minutes pour adresser les questions. Si vous en avez, je vous invite à les écrire dans le chat et on a quelqu'un qui va monitorer et référer les questions là, à la fin des présentations aux bonnes personnes. Donc, juste vous assurer, là, quand vous envoyez une question, de bien choisir de l'envoyer aux conférenciers et aux participants. Comme ça, tout le monde peut voir les questions qui sont posées là, quand on va répondre aux questions. Si c'est tout, je vais commencer en passant la parole à mon collègue Mathieu Belland pour qu'il puisse commencer sa présentation. Yes, ben bonjour. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Bien content de ne pas vous voir, mais de savoir que vous êtes là. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler une petite quinzaine de minutes sur c'est quoi la biomasse forestière résiduelle, pourquoi se chauffer à la biomasse, pourquoi on parle de ça, c'est quoi ses avantages. Il y en a, je suis sûr parmi vous qui en ont déjà entendu parler, mais ça demeure toujours important de se poser pourquoi on fait ça. Euh, voilà. Donc, moi, je suis pour Vision Biomasse Québec, qui est un regroupement de à peu près 25 entreprises, organisations, en fait, dans tous les milieux qui font la promotion du chauffage à la biomasse forestière résiduelle. On s'est donné des objectifs à atteindre d'ici 2025. Maintenant, il faudrait mettre ça 2030 avec le PEV, là, mais c'est pas mal les mêmes objectifs, là. Donc, valoriser 1 million de tonnes métriques annuelles de biomasse résiduelle. Pourquoi? Parce que, en fait, utiliser notre propre énergie au Québec, ça fait juste du sens. Arrêter d'importer des combustibles fossiles qui proviennent de l'autre bout du pays, dont on ne sait pas trop à partir de quoi c'est produit, alors qu'on a une énergie qui dort ici au Québec. C'est juste logique. Donc, voilà. Euh, Première des choses, c'est quoi la biomasse forestière dite résiduelle, entre guillemets, ici? Dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faudrait pas commencer à faire des grandes coupes à blanc à travers le Québec pour brûler cette biomasse-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que la biomasse qu'on brûle, elle devrait être résiduelle. Donc, c'est quoi, par exemple? Dans les coupes forestières, il y a toujours une partie des arbres qui n'est pas utilisée parce qu'ils sont rendus trop petits. Donc, sur l'image en haut à gauche, vous pouvez le voir, c'est des petits arbres qui ont un petit diamètre. Donc, ça, c'est intéressant de le brûler parce qu'il ne se passe rien avec ce bois-là habituellement. Ça peut être aussi des résidus, par exemple, de l'écorce. Sur l'image en haut à droite, on voit un peu qu'est-ce que ça peut ressembler. Là, donc, des sous-produits des usines de transformation. Donc, tu sais, dans une forêt, là, on va faire une coupe, on prend le plus beau bois pour faire des 2 par 4, là, du bois d'œuvre, puis on écorce ce bois-là. Donc, cette écorce-là, elle n'a pas grand moyen de valorisation. Donc, l'utiliser pour le chauffage, c'est intéressant. Ça peut être aussi des résidus post-consommation, donc du bois qui provient soit de la construction, rénovation, démolition de bâtiments. En bas à gauche, vous pouvez voir, ça c'est du bois qui est ultra sale. Là. Ça, on ne mettrait pas ça dans une chaudière, mais c'est juste pour donner une image un peu. Mais c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est pas de commencer à couper. Là, puis, on veut sortir le plus de valeur possible de chaque arbre coupé. Puis, dans le fond, la biomasse résiduelle, ce qu'on vient de dire ici, on ne fait pas de coupe additionnelle. On utilise de la biomasse qui est déjà produite pour la valoriser.
Donc, sur le terrain, là, très concrètement, à quoi ça peut ressembler? Ça, c'est des photos qui ont été prises en Gaspésie, où il n'y a pas de preneur de peuplier. Donc, le bois, il est coupé de toute façon, puis voici ce qui reste sur le terrain. Donc, ça, c'est le genre de bois qui pourrait être valorisé. Un autre exemple, tu sais, quand il y a en fait, dans la préparation de terrain, donc à droite, vous pouvez voir, là, le terrain est prêt à être reboisé, mais pour ça, il tasse tous les débris. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment? Ben, c'est mis en tapon dans le bois, puis ça reste là. Donc, est-ce qu'on pourrait valoriser ça de façon énergétique? Tout ce bois-là, toute cette biomasse-là, ben, c'est une option. Sous quelle forme va se présenter la biomasse? Généralement, il va y avoir deux formes. La première à gauche, c'est ce qu'on appelle des granules de bois. Donc, des granules de bois, c'est quoi? C'est de la sciure de bois qui est compressée à haute température, à une grande chaleur. Puis, ça va faire... En fond, il y a juste du bois. Il n'y a pas de colle là-dedans. C'est vraiment 100% de bois. Puis à droite, ça va être ce qu'on appelle des plaquettes, là, mais dans le jargon, tout le monde appelle. Dans le jargon, on appelle ça des plaquettes, mais en gros, c'est des copeaux destinés au chauffage. Ce n'est pas des copeaux destinés aux pâtes et papiers, c'est des copeaux pour le chauffage. Maintenant, la grande question, pourquoi privilégier cette source d'énergie? Premièrement, c'est une ressource qui est renouvelable, donc qui aide à atténuer les changements climatiques. Je vais revenir là-dessus, là, dans 2-3 slides, j'ai quelque chose d'intéressant là-dessus pour bien comprendre là, l'intérêt de ça. Deuxièmement, puis dans le fond, ça favorise l'économie régionale et les boucles d'économie circulaire. Qu'est-ce que des boucles d'économie circulaire? Ça veut juste dire de réutiliser les déchets d'une autre industrie. Un bel exemple de ça, c'est les viandes biologiques de Charlevoix. Eux autres, ils élèvent du porc, puis ils réutilisent de l'écorce d'une scierie de pas loin, puis ils vont utiliser ça pour chauffer, dans le fond, avec un plancher radiant, ils chauffent les porcs. Puis, en plus de ça, ils vont faire, avec la chaleur résiduelle, ils vont aussi chauffer, je crois que c'est l'okara, je crois, de soya, qui est un résidu de soya, qui est généralement pas vraiment valorisé. Donc, ils vont le chauffer, puis ils vont l'utiliser pour l'alimentation animale. Donc, vous voyez, ils vont vraiment réutiliser des déchets de d'autres secteurs pas loin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Arrêter d'importer, comme j'ai dit, des combustibles fossiles qui proviennent de l'autre bout du pays. Il y a une stabilité d'approvisionnement aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, dans la dernière année, il y a eu à 2 reprises des problèmes avec les chemins de fer, comme vous le savez autant que moi, puis ça a engendré des gros problèmes d'approvisionnement de propane. C'est sûr, ce n'est pas quelque chose qui arrive à toutes les années, mais ça s'est passé 2 fois dans la dernière année. Puis il y a des gens qui ont eu leur business, qui ont eu vraiment des problèmes avec ça, parce qu'ils ont besoin de ce propane-là. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'en as pas? Ben, c'est ça. Quand ton approvisionnement provient de 50 km de là, ben c'est sûr que c'est facile de s'arranger et de dire hey, j'ai vraiment besoin d'une vanne. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'arranger? Puis, c'est aussi une source de chaleur qui est abordable pour le gestionnaire de bâtiment. Donc, à quel point c'est abordable? Là, ce graphique-là, j'ai 2-3 petites choses que je veux vous faire remarquer. Premièrement, à gauche, dans le petit encadré orange, ça, c'est les bioénergies. Donc, comme je parlais tantôt, les plaquettes et les granules. Il y a le coût total. Mais ce qui est vraiment intéressant de remarquer, c'est la proportion du gris par rapport à la proportion du orange pour chacune des énergies. Le gris, c'est l'immobilisation. Donc, c'est quoi que ça veut dire? C'est ce qu'on paye sur le coût, ce qu'il faut payer sur le coût, qui va s'amortir à travers la durée de vie de l'équipement. Si on regarde pour la biomasse, c'est plus élevé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut sortir de l'argent, il faut sortir beaucoup d'argent. Au moment de dire, moi, je fais le choix d'aller vers la biomasse, ben oui, ça demande plus d'argent. Ça demande l'entretien un petit peu plus aussi. On ne se mentira pas, là, c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'entretien. Par contre, la partie combustible, elle est très peu élevée. Donc, par unité de chaleur qu'on utilise, la partie combustible est très peu dispendieuse. Ce que ça veut dire, c'est quand on a rentabilisé notre investissement, quand on a payé nos frais d'immobilisation après 3-5 ans, mais ce qui reste à payer, c'est rendu pas grand-chose. C'est vraiment, le coût d'utilisation est faible. Puis, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a une économie d'échelle qui se fait. Par exemple, je vais dire deux extrêmes. Le premier extrême, c'est une église qui chauffe juste le dimanche. Celle-là,
elle va payer le même frais d'immobilisation, mais elle n'aura pas l'économie d'échelle. Donc, si elle chauffe juste le dimanche, ça veut dire qu'elle paye cher autant que les autres, mais elle ne l'utilise pas, elle ne profite pas de la partie faible coût du combustible. Par rapport à l'autre extrême, une industrie qui, elle, chauffe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle va profiter vraiment de cet effet d'économie d'échelle-là. Donc, c'est juste donner une idée un peu. Puis là, on nous pose toujours des questions par rapport à l'environnement dans tout ça. Premièrement, les particules à la cheminée, mais ce qu'il faut comprendre, la biomasse, les systèmes qu'on utilise, il n'y a pas beaucoup d'imbrûlés. Donc, les particules fines dont on parle quand on parle d'un feu de foyer qui sont bannis à Montréal, à Laval, peut-être à Québec un jour, on en parle. Bien, ce système-là, à la biomasse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment autre chose. La particule fine, il n'y en a pratiquement pas. Puis même, il y a des nouveaux systèmes qui existent où il n'y a rien, il n'y en a aucune particule fine qui ressort. Ensuite, les impacts sur la biodiversité, bien, grosso modo, comme on parle de biomasse résiduelle, il y a déjà les coupes forestières, donc l'impact additionnel est peu élevé de récolter la biomasse. Posez des questions sur ça si vous voulez, là, mais là, j'ai 15 minutes, je fais ça simple. L'impact sur la santé des sols, c'est documenté. Au Québec, il y a de la cartographie qui existe, qui est disponible pour tout le monde. N'importe qui peut aller voir. Le ministère MFFP a des cartes sur la sensibilité à la récolte de biomasse. Donc, on est capable d'aller récolter seulement dans les endroits où le sol peut le permettre, puis les endroits où le sol, il est sensible déjà, on ne va pas récolter de biomasse là-bas. Puis l'impact sur les GES, bien, en gros, cette image-là, je la trouve intéressante parce qu'on voit vraiment à gauche la partie le cycle du carbone des émissions fossiles. C'est-à-dire c'est linéaire. Ça prend des millions d'années avant que le CO2 qu'on a pris du sol, puis qu'on utilise, puis qu'on le ressort dans l'atmosphère, ça prend des millions d'années avant qu'il retourne dans le sol. Alors que quand on utilise de la biomasse, on va parler de dizaines d'années peut-être. Dans certains cas, les bénéfices sont tout de suite. C'est sûr que là, il y a beaucoup de... Ça, c'est un sujet. Si on fait de l'électricité, si on fait plein de choses. Mais en gros, le cycle du carbone est très court comparativement aux émissions de combustibles fossiles. Donner une idée, c'est quoi la clientèle typique? Généralement, on va mettre un seuil à plus ou moins 5000 litres de propane de mazout équivalent par année. Si on est en bas de ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour la biomasse. Là. Comme je parlais tantôt, l'économie d'échelle, on ne l'a pas vraiment. Plus haut que ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais Emmanuel vous parlera tantôt un peu de ces facteurs-là et autres. Mais il y a vraiment, en gros, beaucoup de secteurs sont intéressants. En agriculture, il y a beaucoup de secteurs dans les serres. Oui, on parle de l'utilisation d'électricité pour les serres, mais ça n'empêche que pour les grandes serres, le combustible le moins dispendieux, c'est la biomasse. Ce n'est pas l'électricité pour les grandes serres. Donc, il y a beaucoup d'usages où c'est intéressant. Puis, voici une petite liste là, des bâtiments municipaux, des hôpitaux. Dans le fond, dès qu'il y a un besoin de chaleur, je veux dire, modéré à grand. Un petit exemple de projet que je trouve super le fun, les jardins d'Élisabeth en Beauce, super cool, super gentil. Eux autres, ils ont passé à la biomasse, puis dans le fond, ils réutilisent ça, c'est des photos qu'on a prises sur leur terrain, qu'avant qu'ils utilisent, dans le fond, qu'ils commencent à avoir la chaudière à la biomasse. Ils ont de toute façon un terrain forestier, ils font des coupes, ils laissent de la biomasse sur le terrain en ce moment. Donc, eux autres se disent, bien, on est aussi bien de l'utiliser. Donc, après ça dans ce cas-ci, ce n'était pas encore à partir de leur terrain. Ça, je pense que c'était à partir de vieux bois de palette ou autres qu'ils mettaient en copeaux. Puis, ils vont chauffer une serre avec ça. Donc, eux autres, c'est une entreprise, ils ont, je pense, 200 paniers bio à peu près. Donc, c'est super intéressant dans leur cas, là, un projet où vraiment on passe la boucle complète. Donc, ils utilisent la biomasse qui ne serait pas utilisée de toute façon sur leur terrain. Ils la transforment, ils l'utilisent sur place, puis à la fin, c'est des tomates, puis des poivrons, puis des concombres qui en sortent. Donc, c'est un projet qui est super intéressant. Puis peut-être juste finir, j'ai parlé des avantages, mais la biomasse, il y a aussi certaines problématiques. On ne se mentira pas par rapport à ça. Dans certains cas, l'approvisionnement dans certaines régions peut être problématique. C'est important de s'assurer d'avoir un approvisionnement dès le départ qui correspond à la chaudière qu'on utilise et vice-versa, d'avoir une chaudière qui correspond à l'approvisionnement qu'on est capable d'avoir. Ensuite, dans certains cas, l'opération de la chaudière peut engendrer des difficultés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment de programme de formation. Il y en a un qui est en train de voir le jour.
Mais c'est sûr que ça entraîne certaines problématiques si on ne sait pas utiliser l'équipement, si on n'a pas les connaissances je veux dire, en électromécanique puis en plomberie, ben c'est sûr que ça demande des connaissances de base dans plusieurs domaines. Puis, troisièmement, ben, certaines régions n'ont pas accès à de l'expertise locale pour pouvoir les appuyer. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ben, c'est sûr que si tu es en Abitibi et qu'il n'y a personne en Abitibi, ben, ça demande, si tu as besoin d'un service, il y a quelqu'un qui doit faire la route, se rendre jusque-là. Donc, c'est sûr que ça peut engendrer des problématiques. Mais voilà, disons qu'on chacune de ces problématiques-là, on travaille là-dessus beaucoup pour essayer de faciliter la vie des gens. Donc, voilà. Ben, merci. Donc, je vois qu'il y a une question. Oui, on a une petite question ici de Camille Ellison Charbonneau. Donc, est-ce que les municipalités autorisent ce type de chauffage? Par exemple, les foyers au bois tendent de plus en plus à être bannis dans la réglementation. C'est une excellente question, Camille. Ben, la réponse, c'est que oui, c'est autorisé. Comme j'ai dit tantôt, en fait, pourquoi est-ce que les foyers au bois ne sont plus autorisés dans plusieurs municipalités? C'est à cause des émissions de particules fines qui créent du smog puis qui engendrent des problèmes sur la santé. Dans le cas des émissions de biomasse, il y a le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère qui existe qui limite déjà les émissions de particules fines. Donc, ce n'est pas un problème. Ceci étant dit, je vais quand même mettre un bémol. Nous, Vision Biomasse, nos objectifs, là, tantôt je parlais d'1 million de tonnes, nos objectifs de développement sont hors Montréal parce qu'on sait que là-bas, je veux dire, la coupe déborde déjà. Là. Donc, oui, c'est sûr que ça n'émet pas beaucoup de particules fines, puis ce serait correct. Selon la réglementation, on pourrait mettre des systèmes de chauffage à la biomasse, mais comme la coupe déborde déjà, c'est sûr qu'en rajouter juste un peu, c'est déjà problématique. Mais à la base, le problème, ce n'est pas la combustion de biomasse. On les connaît, les problèmes, les raisons du smog dans le transport lourd, dans la combustion de différents combustibles. Donc, oui, c'est légal, mais ça demeure que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les régions. Puis c'est juste logique de faire de la promotion de cette énergie-là où la biomasse est disponible, c'est-à-dire dans les régions forestières où il y a moyen c'est ça, d'avoir quelque chose à proximité. Je me permettrais une petite différence technique aussi. Quand on parle de poêle ou de foyer, nous, ici, on parle plus de générateur d'air chaud ou de fournaise, techniquement. Donc, quand les règlements sont passés dans les municipalités, ce n'est pas le même appareil qui est ciblé. Donc, les poêles et foyers, ce n'est pas la même chose qu'une fournaise ou générateur d'air chaud, qui est généralement ce qui est installé dans les projets comme ça, ou une chaudière. Donc, ce n'est pas les appareils qui sont ciblés par les municipalités présentes. Effectivement. Merci. On a une deuxième question ici de Linda Youd. Au port de Saguenay, 2 silos de granules industriels ont été construits pour exportation. Le lobby du gaz naturel est trop fort au Québec pour développer la filière ici? C'est une excellente question. Je vais dire, il y a comme deux choses là-dedans. Effectivement, au Québec, on exporte beaucoup de granules en ce moment, à destination, entre autres, de l'Europe. Pourquoi? Il y a différentes raisons qui expliquent, mais le lobby du gaz naturel en est une. Là, c'est sûr que je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais c'est un très bon point. Mais sinon, ben, c'est sûr qu'on essaie de développer le marché local. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup d'intérêt. Comme j'ai dit, c'est juste logique d'utiliser ça localement au lieu d'utiliser, par exemple, du gaz naturel qui provient du gaz de schiste produit dans l'Ouest avec des émissions de méthane et autres. En tout cas, c'est un autre débat. Très bonne question. Ensuite, on a Myriam Georges qui demande, Normand Morin qui demande, est-ce que la biomasse qui se décompose dans la forêt dégage du méthane? C'est une excellente question. Récemment, j'ai regardé encore, il y a beaucoup d'études qui continuent là-dedans. Pendant longtemps, on a pensé que non, pas vraiment, parce que dans le fond, pour le méthane, tu as besoin d'un milieu anaérobique, donc il n'y a pas d'oxygène. Comme le bois, souvent dans la forêt, est quand même dans un milieu où il y a de l'oxygène.
On a longtemps pensé que non. Cependant, il y a eu récemment 2 études dans les dernières années qui ont dit peut-être que ça en aurait plus, mais selon il y a beaucoup de facteurs. On ne comprend pas encore vraiment cet aspect-là du méthane. Donc, il y a besoin de plus de recherche là-dedans. Donc, excellente question, M. Morin. Ensuite, Myriam Georges demande que faire avec les résidus de cendre à la fin? Ça, c'est une bonne question. Je laisserai peut-être M. Bouchard dire quelque chose là-dessus, si vous êtes à l'aise. Ben, ce que je pourrais répondre à ça, c'est que les résidus de cendre, c'est sûr que présentement, les résidus de cendre sont envoyés à l'enfouissement, autrement dit. Mais malgré qu'au rendu au Lac-Saint-Jean, on a des bacs, on est rendu au bac brun, autrement dit, des bacs à compostage qui acceptent, si je ne me trompe pas, les cendres. Donc, ils peuvent être revalorisés au niveau du compostage, puis aussi peut servir aussi bien de poudre pour venir enlever l'acidité des sols, advenant le cas de grands jardins, où il y a moyen d'en disposer de façon éco-responsable sans l'envoyer dans les poubelles. Là. Il s'agit d'avoir des espaces justement pour être capable d'en disposer. Là. Des jardins, des potagers, peut-être même des agriculteurs peuvent les utiliser. Là. Donc, il y a moyen de les valoriser. Pour cet aspect-là, il y a besoin d'une prescription d'un agronome pour pouvoir le mettre dans un champ. Il y a besoin d'un agronome qui dit effectivement il y a une carence en tels minéraux que ça pourrait régler. Donc, voilà. Super. Monsieur David Proux demande combien peut représenter les coûts d'immobilisation dans un projet avec le seuil minimum de 5 000 litres par an de mazout? C'est très variable. Selon beaucoup, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui existent. Puis c'est un peu, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais ça pourra être un bon pont vers la présentation des manuels parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Puis, selon le milieu, selon est-ce qu'on utilise un poêle à granules ou à plaquettes, selon beaucoup de facteurs. Donc, c'est vraiment dur à hasarder des chiffres là-dessus, malheureusement. Puis c'est un peu, ça manque un peu, mais c'est ça, selon le secteur, selon. Voilà. Nous, ce qu'on vise, ce que je peux répondre, ce qu'on vise généralement avec les projets qui vont de l'avant, on va plutôt parler de la PRI, donc la période de retour sur l'investissement. On va viser une PRI selon le secteur, qui peut être de 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est plus là qu'on va viser, mais pour ce qui est des coûts d'immobilisation, ça va dépendre. Ouais. Super. Bien, pour ne pas prendre trop de temps, là, on va peut-être passer à la prochaine présentation, mais on va garder les questions en note, là, puis à la fin des présentations, on va avoir un plus grand nombre de temps pour répondre aux questions. Là, donc, pour ceux qui voudront des réponses, ils pourront rester à ce moment-là. Pour l'instant, on va continuer avec la prochaine présentation, qui est en fait la mienne. Donc, je vais partager ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis chargée de projet énergie et biomasse chez Nature Québec. Nous, on est un OBNL dans le domaine de l'environnement qui travaille sur différents fronts là, depuis une quarantaine d'années, entre autres le verdissement urbain, la mobilisation citoyenne, la protection des aires protégées, tout ça, et aussi, bien sûr, l'énergie et la biomasse. Donc, on a un projet en ce moment, c'est pour lequel on vous parle aujourd'hui, qui s'appelle le chauffage à la biomasse forestière résiduelle, outil de transition énergétique. Notre objectif avec ce projet-là, en fait, c'est d'encourager et d'aider vers la conversion de systèmes de chauffage vers la biomasse forestière résiduelle, et ce, en offrant différents services gratuitement, dont un diagnostic de potentiel et un accompagnement personnalisé. Je vais rentrer un peu plus en détail là, dans qu'est-ce que c'est ces services-là un peu plus tard dans la présentation. Le projet est en cours de 2020 à 2023 et il est réalisé par nous, Nature Québec, avec l'aide de Services Forêt Énergie. Donc ça, c'est des ingénieurs spécialisés en biomasse forestière et ils font partie, en fait, ils sont une filiale de la Fédération québécoise des coopératives forestières. Et on les a mandatés pour nous aider plus spécifiquement là, avec les services qui sont plus techniques, qu'on a besoin d'une connaissance plus poussée. Donc, c'est eux les spécialistes de ce côté-là. Pour le projet, le partenaire financier, c'est Transition énergétique Québec.
Et je ne m'éterniserai pas trop ici parce que notre collègue, le monsieur Léon Gosselin de Tech, va rentrer là-dedans plus en détail, mais notre projet rentre dans le cadre du programme Biomasse forestière résiduelle qui offre plusieurs aides financières là, pour les conversions vers la biomasse forestière, entre autres une aide financière pour les études de faisabilité et pour l'implantation. Et je veux juste mentionner ici là, que le montant de l'aide est déterminé, entre autres, en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qui sont sauvés. Donc, ce que ça veut dire rapidement, c'est que convertir un bâtiment qui est déjà à l'électricité ne sera pas admissible aux aides financières parce que l'électricité n'émet déjà pas de GES. Donc, c'est juste important de mentionner là, que de ce côté-là, ça se peut que la rentabilité du projet soit beaucoup moindre dû au manque d'aide financière puisque c'est à l'électricité. Par contre, pour ce qui est énergie fossile, là, tout est admissible, propane, gaz naturel, diesel, mazout, tout ça, ça rentre. Mais M. Gosselin va vous en parler plus spécifiquement dans la prochaine présentation. Donc, comme mentionné plus tôt, là, les services offerts gratuitement, c'est un diagnostic gratuit du potentiel de se convertir à la biomasse, une rencontre et une visite terrain des installations avec les ingénieurs spécialisés et un accompagnement personnalisé jusqu'au dépôt de la demande de subvention auprès du programme de Tech. Je vais rentrer maintenant plus en détail dans les étapes d'un projet typique de conversion vers la biomasse forestière résiduelle. Donc, tout d'abord, une petite précision à avoir. Là, quand je parlais du diagnostic de potentiel, c'est important de savoir que c'est un diagnostic qui est basé sur des équations, tout ça, qui sont pour des usages standards. Donc, pour des bâtiments qui existent déjà et qui ont des utilisations standards, comme par exemple chauffer un bâtiment municipal ou des choses vraiment qui rentrent dans cette utilisation-là standard. Par contre, quand on rentre dans des processus qui sont industriels et plus spécifiques, ou par exemple des bâtiments qui n'existent pas encore et qui n'ont donc pas d'historique d'utilisation déjà là, de chauffage, on ne peut pas se baser là-dessus pour faire nos diagnostics, mais là, ça devient pas pertinent de réaliser le diagnostic parce que le résultat ne sera pas représentatif de la réalité de toute façon. Donc, pour ces usages-là, là, les processus ou les bâtiments qui n'existent pas encore, on va plutôt aller directement vers l'analyse de faisabilité et notre accompagnement peut quand même être là pour vous aiguiller dans les bonnes directions et tout, mais on ne réalisera pas nécessairement le diagnostic de potentiel. Donc, tout d'abord, la première chose, c'est de sensibiliser et de parler aux gens de qu'est-ce que c'est la biomasse forestière, ce qui est entre autres ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on transfère l'information. On offre aussi des formations sur différents sujets en lien avec la biomasse forestière. Ensuite, une fois qu'un utilisateur est intéressé et nous contacte ou nous est référé par le biais d'une organisation régionale, nous, on commence par ramasser des données de consommation énergétique parce que c'est ce qu'on a besoin pour ensuite réaliser le diagnostic. Donc, ce qu'on a besoin, c'est entre autres de l'information sur le bâtiment qui va être à évaluer, son système de chauffage actuel, qu'est-ce que c'est, l'énergie qu'il utilise actuellement, qu'est-ce que c'est, et combien ça lui coûte et combien il consomme d'énergie. Pour ramasser cette information-là, on travaille avec un petit formulaire d'environ 2 pages que l'utilisateur remplit et il nous transfère aussi ses factures de chauffage des 3 dernières années. Donc, c'est vraiment les informations qu'on a besoin juste de base pour réaliser le premier diagnostic de potentiel. Donc, c'est vraiment pas compliqué, là, ça se fait super rapidement. Et avec ça, on est en mesure de réaliser le diagnostic de potentiel conjointement là, avec Service Forêt Énergie qui sont les spécialistes là-dedans. Et le diagnostic, en fait, il est super intéressant parce que ça va vraiment venir dire au projet, est-ce que ça vaut la peine de creuser plus loin? Est-ce qu'il y a un potentiel et une rentabilité au projet? Ou finalement, on voit que c'est plus ou moins là, donc ça vaut peut-être pas la peine de pousser plus loin et d'investir là-dedans. Donc, ça vient vraiment travailler en entonnoir. Là, on parle avec beaucoup de projets potentiels et là, on vient préciser lesquels sont pertinents de pousser plus loin. Entre autres, le diagnostic de potentiel va donner plusieurs informations. Par exemple, la biomasse, c'est quoi son coût et l'équipement nécessaire, combien il va coûter aussi. Quel type de biomasse est plus pertinente entre, comme on mentionnait, le plaquette, granule, ça a des usages un peu différents, là, donc on vient regarder ça.
Les économies qui vont être possibles annuellement grâce à la réduction des coûts de chauffage et les aides financières estimées auxquelles le projet serait admissible, ce qui donne à la fin là, une idée, comme Mathieu disait, de la période de retour sur l'investissement, qui ça est quand même un bon outil pour voir si le projet est rentable et pertinent. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas le seul critère. Là. Des fois, un projet qui peut coûter un petit peu plus cher peut quand même valoir la peine, certainement, surtout quand l'utilisateur a une volonté de développement durable et que lui se base plutôt sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est super intéressant dans ce cas-là aussi. Suite au diagnostic, nous, on réalise une présentation des résultats. Donc, on va regarder avec l'utilisateur ce petit tableau résumé-là. Donc, ça, c'est les résultats du diagnostic. Comme vous voyez, là, comme j'ai mentionné tantôt, là, on regarde plusieurs aspects, donc les économies annuelles, les coûts de chauffage du combustible, mais aussi de l'opération et de la maintenance de la chaufferie à la biomasse, c'est pris en compte. Et on compare ici le prix d'investissement initial et le prix une fois qu'on a la subvention de tech. Donc, ça montre vraiment à quel point ça peut venir rendre le projet super pertinent avec ce coût réduit-là. Et en bas, on émet des conclusions et des recommandations. Donc, quand on discute avec l'utilisateur, là, on vient vraiment regarder ça avec lui, répondre à ses questions, regarder c'est quoi la suite des choses. Et ce diagnostic-là, comme mentionné, est gratuit grâce au projet. Donc, ça ne coûte rien pour l'utilisateur. Une fois qu'on voit qu'il y a un potentiel intéressant au projet, on passe à la prochaine étape. Donc, pour certains projets, ça peut être pertinent de réaliser une visite terrain ou possiblement virtuelle, dépendamment de la situation sanitaire rendue là. Ça, c'est réalisé conjointement par nous chez Nature Québec et les ingénieurs de Service Forêt Énergie. Donc, on va sur place, on parle avec l'utilisateur, on comprend mieux ses besoins spécifiques et surtout, le plus important, c'est qu'on va regarder les contraintes et les disponibilités spatiales. Donc, le bâtiment, qu'est-ce qu'il y a comme espace dans lequel on pourrait mettre la chaudière et qu'est-ce qu'il y a comme espace dans lequel on pourrait mettre le réservoir de biomasse. Et sinon, où est-ce qu'on pourrait le mettre à l'extérieur? Comment on pourrait venir rejoindre tout ça? Donc, on va vraiment venir faire une première réflexion de ce côté-là. Et ça va nous permettre de venir préciser les coûts d'investissement initial aussi. Là. Donc, on va ensuite pouvoir parler avec l'utilisateur de cette mise à jour un peu de la pertinence du projet. Une fois que l'utilisateur a toutes ces informations-là en main, toutes ces étapes-là précédentes étaient gratuites, offertes par le projet. Mais par contre, ici vient le moment de réfléchir avec ces informations-là en main. Est-ce que je veux aller plus loin ou pas? Donc, c'est comme le moment de go, no go. Et c'est important de bien réfléchir parce que les prochaines étapes deviennent aux frais de l'utilisateur. Donc, c'est le moment où est-ce qu'il doit commencer à s'investir dans son projet. Donc, comme mentionné plus tôt, pour certains projets, il peut être nécessaire de faire une analyse de faisabilité avant de continuer. Pour les projets d'une grande ampleur ou d'une utilisation non standard, c'est ici que ça devient pertinent. Ça, c'est réalisé par une firme externe aux frais de l'utilisateur. Par contre, comme Léon va mentionner, là, il y a une aide financière disponible pour cette étape-là aussi. Et en fait, ici, ça va venir regarder un peu les mêmes choses que notre diagnostic a regardé, mais vraiment de manière plus poussée. Et ça va même faire des schémas d'installation, des modèles, des systèmes. Là. Donc, c'est ce à quoi cette étape est utile. Et finalement, là, le projet va vers la conception et l'implantation. Donc, on conçoit la chaufferie, on la construit, tout ça, on la rend fonctionnelle. Ça, c'est réalisé encore une fois par une firme spécialisée aux frais de l'utilisateur. Mais dans ce cas-ci aussi, il y a une aide financière de tech. Finalement, une fois que tout ça est en place, vient l'exploitation au quotidien de sa chaufferie. Donc, il faut vraiment être sûr que notre approvisionnement est sécurisé. Comme Mathieu disait, là, ça peut des fois être une petite problématique dépendamment des régions. Et on fait l'entretien de son système aussi là, hebdomadairement et annuellement, là, un entretien un peu plus poussé. Ça, M. Bouchard va pouvoir vous en parler durant son témoignage. Oui, pardon, mauvais côté. Pour ce qui est de l'accompagnement offert par Nature Québec, c'est vraiment un accompagnement qu'on va dire personnalisé parce que dépendamment du projet, du type du secteur, si c'est municipal ou de l'agriculture, il va y avoir des problématiques qui peuvent être différentes dans chaque cas.
Donc, nous, notre but vraiment, là, c'est d'être l'appui à l'utilisateur, d'être là pour répondre à ses questions, de le diriger dans les bonnes directions. On veut tous que les projets soient des succès. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a cet accompagnement-là, pour être sûr que les projets vont dans la bonne direction et que les réponses aux questions sont là et que les embûches sont enlevées. Donc, entre autres, l'accompagnement peut concerner plusieurs facteurs, là, mais on peut aider avec les appels d'offres, avec une réflexion préliminaire sur l'approvisionnement, qui est vraiment très pertinente à avoir tôt dans le projet. Pour les demandes de financement, des référencements à des utilisateurs similaires, à des experts, des firmes, des équipementiers, tout ça, et tout autre besoin, là, dépendamment de la nature du projet. Finalement, juste mentionner, là, pour ce qui est des SADC ou des MRC, s'il y en a qui sont intéressés, une option intéressante, c'est de réaliser une cohorte d'utilisateurs potentiels, donc en partenariat avec la SADC ou la MRC ou l'autre organisation régionale. Et ça permet de réaliser ces évaluations-là pour un groupe d'utilisateurs. Ça simplifie quand même la logistique, ça crée un peu un effet d'entraînement dans la région. Et ça fait en sorte qu'on peut regarder tout de suite là, les possibilités de création d'un réseau de chaleur. Donc, ça, c'est quand on relie ensemble plusieurs bâtiments grâce à une seule même chaufferie. Ça peut être vraiment pertinent, là, surtout quand les bâtiments sont quand même proches. Donc, c'est quelque chose qu'on peut venir regarder quand on crée une cohorte ou même pour un utilisateur individuel là, qui a plusieurs bâtiments. C'est quelque chose qu'on peut venir regarder dans le cadre de l'évaluation. Ça ferait pas mal le tour de mon côté. Ce qu'il faut retenir surtout, là, c'est si vous êtes intéressé à évaluer votre potentiel, vous avez des questions, vous êtes un organisme régional qui veut peut-être coopérer avec nous, faire un partenariat, ou vous voulez nous référer vers des gens qui sont intéressés, vraiment, la première étape, c'est de nous contacter. Donc, ici, à l'écran, vous voyez mes coordonnées, là, donc téléphone, courriel, il n'y a pas de problème. On est là pour répondre à vos questions et ça va nous faire absolument plaisir. Donc, je laisserai le temps pour des questions s'il y en a. Je vais essayer de remonter. Il y en a quand même beaucoup. Je pense que, si je me trompe bien, bon, il y a des incitatifs financiers de la part des gouvernements, si oui, lesquels, on va rentrer directement là-dedans avec la présentation de M. Gosselin de Tech. Est-ce que certains modèles de chaudières sont faits pour chauffer et créer du biochar simultanément? C'est une bonne question. Le biochar, de ce que je comprenais, moi, ça se faisait peut-être à plus grande échelle, là. Je sais qu'il y a des modèles de chaudières qui peuvent utiliser plusieurs combustibles, là, donc qu'on dit polycombustibles, au lieu de juste pouvoir prendre de la plaquette ou juste de la granule, on peut utiliser les deux. Donc, dans ce cas-là, ça peut rendre plus simple l'approvisionnement, moins de stress de ce côté-là. Il y en a même aussi qui peuvent créer, comme on appelle, de la cogénération, donc de l'électricité et la chaleur résiduelle aussi peut être utilisée. Pour ce qui est du biochar, je ne sais pas si Mathieu, tu as une idée. Est-ce que ça se fait à petite échelle comme ça ou… Bien, plus ou moins à petite échelle. Là. Dans le fond, quand tu crées du biochar, ça inclut la combustion. Donc, oui, il y a de la chaleur qui est utilisée, mais généralement, le processus de créer du biochar, ce sera pas… c'est pas dans cette optique-là. C'est pas dans l'optique de chauffer des bâtiments nécessairement. Il va souvent avoir des projets de récupération de chaleur sur les projets de biochar pour justement ne pas l'envoyer dans l'air, mais ça va être plutôt à l'inverse, où le projet va être d'avoir du biochar, puis on va récupérer la chaleur plutôt que de chauffer, d'en créer après. Super. Quelles sont les opportunités de subvention actuelles pouvant couvrir le remplacement d'une chaudière au gaz par une chaudière à la biomasse pour une usine issue du secteur manufacturier, par exemple? Je vais quand même laisser M. Gosselin parler des opportunités de subvention. Là. C'est vraiment le sujet de la prochaine présentation, donc ça va être répondu. Ici, on a M. John Arsenault. La teneur en cendres est faible pour le bois, moins de 2 %. Pour avoir des quantités industrielles, il faut une très grosse consommation. Donc, les consommateurs industriels, exemple, usines de cogénération, vont soit valoriser à l'agricole ou compost, ou soit envoyer dans des sites d'enfouissement autorisés.
Donc ça, c'est en réponse à la question « Qu'est-ce qu'on fait avec les cendres quand on en a une quantité qu'on dit industrielle? » Donc, c'est la réponse de M. John Arsenault qui est dans le milieu de la biomasse. Vous allez nous envoyer une copie de la présentation. Oui, absolument, on peut envoyer une copie. On n'a pas tous vos courriels, là, donc on peut peut-être la partager sur l'événement Facebook suite à la présentation là, pour que ceux que ça intéresse puissent y avoir accès. Donc, juste à aller voir sur l'événement Facebook. Le gouvernement provincial désire faire la transition des voitures vers la voiture électrique. Donc, il va falloir libérer des blocs énergétiques électriques et les bâtiments devraient être aussi subventionnés. OK. Oui, c'est intéressant comme point. C'est sûr que ça va être quelque chose à réfléchir là, pour ce qui est de cette subvention-là. C'est sûr que c'est pas nous qui va décider de ça, là, mais c'est certainement un point intéressant. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont adopté ce mode de chauffage dans la région de Capitale-Nationale? Oui, entre autres, je pense à une couple d'exemples. Je ne sais pas si vous connaissez la Cité verte, un complexe d'habitation de maisons de ville en plein cœur de la ville de Québec. Eux ont opté pour un chauffage à la biomasse là, pour leur développement immobilier. Sinon, il y a aussi un spa, je ne me souviens plus le nom, Mathieu, c'est quoi le nom du spa? Nordique, je crois. Spa nordique, ça se peut, oui, qui est dans la région de Capitale-Nationale, qu'eux ont opté pour la biomasse, mais sous un modèle intéressant. En fait, ce n'est pas eux qui vont opérer la chaudière, ils vont être acheteurs de chaleur d'une entreprise qui, elle, opère la chaudière à la biomasse. Donc, c'est une façon un peu plus simple d'avoir accès à cette énergie-là sans avoir à s'occuper autant de tout ce qui est maintenance et approvisionnement. Donc, ça, c'est un modèle intéressant. L'exemple des serres a été donné. Quels sont les autres secteurs avec qui nous faisons affaire? Pour ce qui est de la biomasse là, et de notre projet d'accompagnement, on fait affaire, entre autres, avec le secteur municipal, avec le secteur institutionnel, tout ce qui est hôpitaux, écoles, c'est super intéressant. Secteur manufacturier ou transformation alimentaire aussi, c'est très intéressant. Industriel et agricole, donc comme Mathieu mentionnait, là, du côté agricole, il y a plusieurs sous-secteurs qui s'y prêtent bien, entre autres la culture avicole, donc l'élevage des poulets. La biomasse, c'est une chaleur de type sèche, donc c'est vraiment plus propice au bien-être des animaux et à leur croissance que, disons, le propane là, qui crée beaucoup d'humidité dans sa combustion. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi les serres, comme Mathieu mentionnait, le projet des Jardins d'Élisabeth, une des choses qu'eux nous avaient mentionné, qu'ils trouvaient le plus intéressant, c'est justement, dû à cette chaleur de type sèche, ça minimisait quand même les micro-organismes et ça donnait une production qu'eux ont trouvée accrue. Donc, ça peut être des coûts-bénéfices super intéressants de ce côté-là. Finalement, la transformation du sirop d'érable aussi, c'est intéressant. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont intéressants pour la biomasse. Donc, si ça répond à votre question, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, je vais peut-être arrêter ça pour l'instant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais on va passer à la présentation de M. Gosselin et on reviendra aux questions restantes, là, comme j'ai mentionné plutôt vers la fin de la présentation. Donc, M. Gosselin, je vous laisse la parole. Parfait, merci. Bonjour. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du programme de biomasse forestière résiduelle, justement, qui offre des subventions pour passer des combustibles fossiles à la biomasse forestière. Le programme, qu'est-ce que c'est en soi? Je cache mes chiffres. Donc, le programme, depuis le début, 2013, ça a subventionné un petit peu plus de 200 projets pour des aides financières d'un petit peu plus de 50 millions qui ont donné des réductions de tonnes d'un peu plus de 90 000 tonnes équivalent par année. Donc, ça, c'est l'équivalent de près de 25 000 voitures de retirées de la circulation, si on compare. Je fais un petit aparté ici pour vous dire que le site, c'est la référence. Dans le fond, on essaie de mettre nos choses le plus à jour possible. On essaie aussi d'évoluer, de garder à jour, faire des améliorations. Donc,
Toujours se référer à la dernière version qui est sur le site, donc tous les documents, les informations, tout ce qu'on peut vous dire ou ce qui est nécessaire pour participer au programme provient d'un document qui est disponible sur le site. Donc, vous avez toujours accès à tout ce qui est nécessaire par rapport à ça dès que vous consultez les pages des programmes, par exemple. Le programme de biomasse forestière, dans le fond, il est là pour encourager la combustion directe de biomasse forestière résiduelle dans le but de remplacer des combustibles fossiles. C'est un point important du programme de remplacer les combustibles fossiles. Quoi qu'on veut bien encourager la biomasse forestière, l'objectif étant de diminuer les GES, on n'encouragera pas nécessairement la conversion des bâtiments électriques vers la biomasse ou des trucs comme ça. Le programme a deux volets, un volet analyse qui était mentionné, volet implantation qui est le passage à l'action, tandis que l'analyse, c'est l'évaluation des options pour voir qu'est-ce qui peut être le mieux dans notre cas et est-ce qu'on a une solution intéressante. Les objectifs, comme je le mentionnais, c'est directement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de combustibles fossiles, mais aussi de soutenir la filière de la biomasse forestière et développer les réseaux de distribution associés à ça dans le marché québécois, justement. La participation au programme est modulée en deux consommateurs, donc les petits moyens consommateurs qui sont en plus petits que 36 000 gigajoules non électriques, les grands consommateurs qui vont être au-dessus de ça. Ces consommateurs-là peuvent utiliser, comme je disais, le volet analyse qui se propose en études de conversion ou d'approvisionnement dans les secteurs là, où si on a des grandes quantités ou une particularité de la biomasse qu'on a besoin pour voir s'il y en a assez pour notre projet. Donc, on peut faire des analyses pour avoir la meilleure option avant de passer à l'action. Puis, on a le volet implantation qui est justement le passage à l'action où on va convertir à la biomasse en fonction des données qu'on a déjà récoltées qui nous permettent d'avoir un bon projet. Quand on parle des clientèles admissibles, on parlait des secteurs tantôt dans les questions. En fait, c'est tous les secteurs, je dirais, non résidentiels. Commercial, institutionnel, municipal, industriel, manufacturier, secondaire, primaire. Donc, on prend vraiment tout ce qui n'est pas résidentiel. On parle d'un projet additionnel. Ce qu'on veut dire par là, c'est un projet qui va générer des réductions supplémentaires que juste les changements logiques ou un changement de norme. Donc, on ne paiera pas pour améliorer un équipement s'il y a une réglementation qui l'exige, ou il n'y aura pas, par exemple, de paiement si on ferme une serre sur deux, puis on va diminuer la consommation de combustible de la moitié. Donc, il faut vraiment avoir un projet qui, dans la logique, démontre qu'on va diminuer les gaz à effet de serre plus que ce qui serait fait normalement par le simple laisser-aller des choses ou la logique de la compagnie dans son cheminement. Ce qui est important, on parle d'un projet non commencé. C'est très important dans le cadre du programme. C'est peut-être moins important là, pour le participant lui-même quand il s'inscrit, mais de notre côté, il y a une importance au fait qu'on tient à considérer que le programme influe la décision de passer à l'action. Donc, si on voit qu'il y a des achats de systèmes à la biomasse qui sont faits avant de vouloir participer au programme, bien, nous, on comprend que vous allez à la biomasse avec ou sans programme. Donc, le programme, dans sa façon d'être constitué, doit avoir un impact sur la décision de passer à la biomasse ou non. Donc, s'il y a des actions qui nous démontrent que la biomasse a été choisie, peu importe la présence ou non d'un programme, à ce moment-là, ça peut grandement nuire à la participation au programme. Donc, c'est vraiment important, dans les premières étapes, de nous contacter avant de faire des engagements avec soit par des achats ou par des contrats qui peuvent justement nuire à l'aide financière finale qui peut jouer. Quand on parle des demandes admissibles, pour un volet analyse, on parle toujours du formulaire de demande d'aide financière qui va nous donner toutes les informations sur le participant, sur la compagnie qui va faire l'analyse, sur quel type de données on va aller chercher, pourquoi on fait ça. Ça doit être signé par un ingénieur, donc il y a une firme qui est impliquée à ce moment-là pour faire les analyses. On veut principalement une analyse comparative qui est assez détaillée. Donc, quelqu'un qui chauffe déjà au propane depuis les 5 dernières années, qui a ses factures de propane, puis qui s'intéresse à passer à la biomasse, il n'y a pas vraiment besoin d'une analyse s'il pense changer sa chaudière pour une chaudière. Donc, c'est à peu près du simple, c'est directement un vers l'autre. Donc, il n'y a pas d'analyse
à quelle serait ma meilleure source d'énergie. Est-ce que je peux passer au gaz naturel? Est-ce que je suis mieux de rester au propane? Est-ce qu'il y a différents types de biomasse? Est-ce que je vais à l'eau chaude, à l'air chaud? Donc, quand il n'y a pas vraiment d'analyse, on prévoit passer d'un à l'autre. On peut juste voir les chiffres technico-économiques. On peut passer directement à l'implantation. Le volet analyse, il faut vraiment qu'il y ait une comparaison entre différentes options, puis dans le fond, des résultats qui nous permettent de prendre une décision. Ce n'est pas juste les calculs qui sont associés au passage d'un à l'autre. Il faut qu'il y ait une décision, des comparaisons dans l'analyse. L'implantation, on peut passer directement à l'implantation justement quand on sait qu'on est au propane ou au mazout, puis on va soit rester au propane ou au mazout à moins que la biomasse soit mieux. Donc, à ce moment-là, on fait des calculs directs. Puis, si ça donne des résultats intéressants, bien, on peut passer au volet implantation. Pour s'inscrire au programme, ça prend le formulaire d'aide financière encore qui nous permet de s'inscrire avec les données qui participent, qui s'impliquent dans le projet pour les systèmes, par exemple, qui a fait les calculs dans la firme. On a besoin d'un plan de projet complété et signé par un ingénieur, plan de surveillance. Donc, ça, c'est 2 documents qui vont nous expliquer comment le projet va avoir lieu. En fait, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qu'on convertit, combien de bâtiments, la superficie, le type de machine présente avant le projet, le type de machines qui vont être installées après, le type de consommation avant, après, les efficacités des systèmes. Donc, c'est vraiment le document complet, textuel, qui nous explique c'est quoi le projet. Donc, nous, une fois qu'on a un document comme ça qui nous donne tout le détail en termes de superficie, de consommation, d'efficacité de combustible, c'est les documents qui sont analysés pour déterminer les aides financières qui vont être attribuées au projet. Pour les aides financières, justement, le volet analyse va permettre un maximum de 50% des dépenses de l'analyse, jusqu'à un maximum de 25 000 $ pour les petits moyens consommateurs, 50 000 $ pour les grands consommateurs. Puis, on ne peut pas cumuler d'aide avec les distributeurs d'énergie ou d'autres sources. Donc, s'il y a d'autres subventions ailleurs, il va falloir choisir quelle subvention vous choisissez. S'il y a des subventions, par exemple, du MAPAC ou du ministère, d'autres ministères qui pourraient embarquer dans différents projets pour favoriser la biomasse. À ce moment-là, s'il y a une subvention qui vient d'ailleurs, il va falloir choisir. Du côté des dépenses admissibles pour un volet analyse, bien, on parle des honoraires des consultants externes qui vont faire l'analyse. S'il y a des spécialistes qui sont nécessaires pour aller faire certaines autres analyses complémentaires, salaire, déplacement, frais de séjour. Les équipements aussi qui pourraient être nécessaires pour aller chercher les données qu'on a besoin pour faire les bons calculs plus précis. Pour le volet implantation, lui, c'est directement la conversion à la biomasse. L'aide financière va être modulée sur le moindre de 3 montants. Donc, on parle toujours d'un maximum de 50% des dépenses admissibles ou 125 $ par tonne pour un petit moyen consommateur, 40 $ par tonne pour un grand consommateur de réduction. On parlait tantôt de période de retour sur l'investissement. Quand les projets sont très rentables, on se limite à 2, 3 ou 5 ans selon le type de secteur d'activité, que ce soit industriel, commercial ou institutionnel, dans le sens où on veut que le participant paie un minimum de 2 fois l'économie d'énergie ou 3 ou 5 fois selon le consommateur. Mais si le projet est très rentable, on s'assure que le participant va quand même en payer une partie, que ça ne sera pas tout payé là, dans les 2 premiers mois. Puis, ça reste que c'est un très bon projet, là, mais à ce moment-là, ce n'est pas pour ça nécessairement qu'on est présent. Donc, quand les rentabilités sont très bonnes, on s'attend à ce que le participant paye quand même une partie du projet. On est limité à 3 millions par demande ou par site. Donc, il peut y avoir plusieurs demandes sur un même site. On peut faire évoluer le site. Par exemple, des serres qui ajouteraient une serre de plus par année sur un terrain, jusqu'à 3 millions aussi le total. Puis ici, on peut permettre le cumul d'aide jusqu'à 75 %. Donc, le maximum du programme, nous, on est à 50 %. Mais si vous êtes capable d'aller chercher un 25 % supplémentaire d'un autre programme, d'un autre ministère ou autre, il va être toléré. Donc, il n'y aura pas de coupure nécessairement de notre côté ou de problématiques dans le programme jusqu'à 75 %. Les dépenses admissibles, en fait, on parle de toutes les dépenses qui sont faites une fois le dépôt du projet effectué. Donc, ça vient un peu avec le critère d'avant qu'il n'y a rien de commencé, il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de payé avant de participer au programme. Donc, c'est tout ce qui se fait après le dépôt du projet au programme. Puis, en fait, les dépenses sont écrites ici, mais c'est tout ce qui est nécessaire.
à l'implantation du projet de la biomasse par rapport à un projet qui sera combustible. Donc, les travaux d'ingénierie, les achats des équipements, l'installation de mise en fonction, des honoraires professionnels, la calibration, des rapports qui sont nécessaires. Donc, tout ça est inclus dans les dépenses admissibles. Quand on parle de dépenses admissibles, on parle exclusivement pour le projet à la biomasse. Des fois, il y a des petits détails qui peuvent être à prendre en considération, par exemple, un système de distribution de l'eau chaude. Des fois, voir si le système de distribution qui serait installé, des fois, ça peut entrer, il pourrait être chauffé, l'eau pourrait être chauffée par un système au propane ou à la biomasse. Donc, des fois, le système de distribution, par exemple, c'est des choses qui vont être analysées dans ces détails-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire au système à la biomasse ou c'est un système, peu importe le type de système qui est nécessaire. Donc, c'est des analyses comme ça qui peuvent être faites quand on parle de nécessaire au projet de biomasse. Si on donne les petits cas de figure qu'on peut voir ici, là, un projet ou un endroit qui consommerait du mazout ou du propane, on parle de 50 000 litres ou 75 000 litres de propane. À 90 sous ou 60 sous, ça donne environ 45 000 de coût d'énergie annuel. Pour passer à l'électricité, environ 10 sous du kilowattheure, là, ça donne une légère économie, donc on tombe à 42 500 coût annuel. Puis à de la biomasse, si on considère 250 par tonne environ, on est à 27 500 Donc on voit qu'il y a une bonne économie qu'on parlait tantôt là, par rapport au coût énergétique. Puis si on voit, il peut y avoir des subventions intéressantes par rapport à ça si on choisit la biomasse comme source par rapport à l'électricité, par exemple. Donc, c'est quand même intéressant. On voit les économies annuelles qu'il peut avoir, on voit les subventions qu'il peut avoir. Donc, ça donne des exemples de où on part et de où on peut aller. Puis, on parlait tantôt aussi, là, il y avait des questions qui parlaient d'exemples de projets. Dans différents secteurs, justement, on voit ici un secteur qui serait séricole, donc une serre de légumes dans le centre du Québec. Le projet, c'est une chaudière de 1000 kW, c'est un grand système qui consommait 290 000 litres de propane, qui a été converti vers 675 tonnes de biomasse environ. Ça a été des économies de 433 tonnes annuelles. L'investissement requis 400 000 pour un projet. On a subventionné maximum 50 %, donc une subvention de 200 000 sur ce projet-là de 400 000, mais qui générait quand même des économies annuelles de 50 000 intéressants. Donc, la PRI passait de 8 à 4 ans grâce au programme. Donc, ça, c'est un très beau projet pour des serres. D'autres secteurs qu'on parlait, secteur avicole, qui lui est très intéressant en plus des bénéfices conjoints qu'il peut avoir du type de chaleur. C'est un générateur d'air chaud, 515 000 litres vers 765 tonnes. 765 tonnes d'émissions encore de GES réduit. Un projet d'1,2 million, subventionné encore une fois 50 %, 640 000 de subvention. Économie annuelle 85 000, la PRI est tombée de 15 à 7,5 encore une fois. Secteur intéressant qui peut être dépendant du propane si jamais il y a des problématiques d'approvisionnement, séchage de grains qu'on a vu aussi dans les dernières années. Donc, convertir un séchoir au grain de maïs, 150 000 litres de propane vers 200 tonnes de biomasse, 225 tonnes d'émissions, 600 000 d'investissement, subvention à 280 000 qui ici a été limité par les coûts à la tonne, donc le moindre des trois montants. Les précédents, c'était 50 % de l'aide financière. Ici, c'est 125 de la tonne qui a limité l'aide financière. Donc, économie annuelle, 35 000 et une PRI qui est passée de 17 à 9 ans. Il y a un dernier petit exemple. C'était le dernier exemple. Donc, c'est ce qui complète notre présentation. Si jamais vous avez des questions, je réfère encore au site Internet et à notre numéro de téléphone. Toutes les informations sont dans les documents sur notre site Internet. Si vous avez besoin de précision ou vous ne trouvez pas l'information, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre. Merci, M. Gosselin. J'ai peut-être une couple de questions qui pourraient s'appliquer plus à votre expertise, là. On demande ici, Normand Morin, si une entreprise fait la transition, est-ce qu'il pourrait avoir un remboursement, exemple crédit carbone? On t'entend. Je pensais que j'avais en fait, c'est des subventions comme je les ai montrées. Crédit carbone, c'est un autre dossier. En tout cas, si on parle du marché du carbone, c'est pas avec nous présentement, surtout dans la grosseur des projets qu'on a. Les grands consommateurs, peut-être que là,
on a un volet grand consommateur, mais qui ne s'applique pas nécessairement ici. Donc, les subventions sont associées, oui, à une sorte de crédit carbone dans le sens où on va payer $1 de la tonne, mais ça ne sera pas sur le marché du carbone tel quel, ou le SP2. Super. Ici, Martin Cummings demande « Nous aimerions faire la transformation des résidus forestiers de nos opérations et en faire de la biomasse. Est-ce qu'il y a de l'aide pour le développement de ce type de projet? » Pas directement pour la production de biomasse. Comme je mentionnais, on est plus dans la combustion de biomasse, combustion directe. Donc, par rapport à ça, pour la production de biomasse, il n'y a pas de subventions qui sont appliquées directement pour ce type de projet-là. Par contre, si l'usine n'existe pas ou l'usine existe mais chauffe au propane, sèche ses résidus pour en faire de la biomasse, là, il y a peut-être quelque chose dans le sens où le résidu forestier va être plus humide que la biomasse va en avoir de besoin. Donc, s'il y a un procédé de séchage impliqué dans la production de la biomasse, là, il y a quelque chose où on pourrait remplacer des combustibles fossiles pour le séchage dans le procédé de fabrication. Mais directement pour la production, il n'y a pas d'aide financière. Parfait. Ensuite, Christian Carré demande « Si nous sommes une firme spécialisée dans le domaine, quand et comment s'impliquer dans votre processus? » Pour répondre à ça, on garde entre autres des répertoires, nous, de notre côté, chez Nature Québec, des équipementiers en biomasse et des firmes de génie conseil en biomasse. Et ça nous aide quand on a des utilisateurs là, et qu'on sait un peu c'est quoi leurs besoins pour leur projet suite au diagnostic de potentiel. On est en mesure ensuite là, de leur fournir ce répertoire-là et de les pointer vers les 4-5 firmes là, dont les services ou la gamme de puissance d'équipement rentrent dans leurs besoins. Donc, ça vient simplifier un peu là, leur recherche. Et pour faire partie de ce répertoire-là, là, vous avez juste à me contacter. On va pouvoir vous rajouter. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Christiane Bernier demande « Une entreprise qui se convertit, j'imagine qu'il y a un backup. J'assume qu'elle parle d'un backup d'une autre source d'énergie ou d'une autre chaudière ou quelque chose comme ça. Et dans la majorité des cas, oui, il y a un backup. Souvent, on garde l'électricité aussi, là, comme ça, on peut venir moduler un peu en début de saison, on peut rester avec l'électricité. Et là, quand on commence à avoir besoin de chaleur plus intense, là, on va vers la biomasse. Et ça fait en sorte que, justement, si de temps en temps, il y a un petit bris ou quelque chose, là, on a toujours un backup. Donc, oui, c'est une option qui est faite dans plusieurs cas. Le programme n'exige pas non plus le démantèlement nécessairement du système à combustible qui est remplacé dans les projets existants là, de conversion. Donc, à ce moment-là, oui, le backup il peut être gardé. Ça fait partie du plan d'opération ou de projet qui nous est soumis, à savoir est-ce qu'on prévoit l'utiliser dans un contexte normal ou on va l'utiliser seulement s'il y a un bris anormal ou des problématiques plus ou moins majeures. Donc, à ce moment-là, ça va compter dans le bilan annuel qu'on va calculer une fois l'implantation effectuée. Donc, est-ce qu'il va rester un 10 % tout le temps sur le backup parce qu'on le prévoit l'utiliser en point ou ça va vraiment être en bris ou durant les entretiens? Donc, à ce moment-là, ça fait partie, le backup, il fait partie du calcul à tenir en considération des GES futurs à venir. Si on ne l'utilise pas ou seulement dans des problématiques majeures, on n'en tiendra pas compte, mais s'il est prévu d'être utilisé pour de la gestion de pointe ou pour du démarrage, à ce moment-là, il va falloir l'inclure dans la consommation future qui va laisser un petit peu de GES. Donc, si on parle de dollars de la tonne, il va y avoir un peu moins de tonnes de réduite s'il reste du propane ou du mazout. Mais ça reste que en backup, ce n'est pas nécessairement une grosse problématique. Super. Peut-être une dernière question là, avant qu'on passe à la présentation de M. Bouchard. Hugues, sans regret, demande « En regard de dépenses admissibles au volet analyse, est-ce que les salaires de l'organisation demandeur peuvent être considérés comme une contribution de type in-kind? Autrement dit, est-ce que l'autre portion doit être de l'argent sonnant absolument? » De l'argent comptant, peut-être? De l'argent? Non, on dépense, si je regarde sur les noms de compte. Oui, les salaires, en fait, il peut y avoir des dépenses. Dans tous les projets, là, on peut différencier les dépenses internes et externes du projet. Même dans l'implantation, dans le volet analyse, là, des fois, je ne sais pas si je répondais à la question, là, mais les salaires à l'intérieur, dans le fond, s'il y a des employés qui doivent faire des visites, s'il y a des dirigeants qui doivent répondre à des questions ou analyser des propositions à ce moment-là, les salaires
de l'organisation à l'intérieur, on va être considérés comme des dépenses internes admissibles. Donc, il n'y aura pas juste les dépenses externes qu'on va reconnaître, il va y avoir des dépenses internes aussi. Donc, même à l'implantation, si des employés internes doivent suivre les équipes d'installation sur le chantier, ouvrir ou aider, à ce moment-là, les salaires internes, la contribution interne de l'organisation est considérée comme une dépense admissible dans le projet. Super, merci beaucoup. Donc, on va garder les autres questions là, plus pour la fin pour laisser la chance à M. Bouchard de faire son témoignage en tant qu'utilisateur de biomasse. Là. Donc, on va revenir aux autres questions plus tard. Je suis technicien en travaux publics pour la municipalité de Ladoré. Nous, on a fait la conversion de notre système de chauffage au mazout par un système de chauffage à la biomasse dans l'église, au sous-sol de l'église. Je vais vous faire une petite mise en contexte. C'est que la municipalité de Ladoré, en 2015, a fait une analyse de nos besoins au niveau de nos bâtiments municipaux. Et puis, au niveau de l'hôtel de ville, on avait un bâtiment qui était désuet, demandait beaucoup d'entretien, de rénovation. Et conjointement avec l'Église, on a convenu de déménager l'hôtel de ville dans la partie arrière de l'Église. Donc, c'est ça, l'Église, eux, avaient un besoin pour combler leurs espaces, étant donné que c'est des grands bâtiments, là, et plus ça allait avec les années, moins ces bâtiments-là servent et moins d'utilisateurs, justement, pour les entretenir. Donc, c'est ça, on a pris conjointement la décision d'installer un système de chauffage à la biomasse au sol de l'église qui est installé en 2016. Et les travaux de rénovation, d'aménagement de bureaux, d'aménagement à l'hôtel de ville, ça a été fait en 2017. Donc, c'est ça, on a passé du système de chauffage au mazout au système de granules. Notre motivation, justement, pour passer à ce type de système-là, on s'entend que c'est un côté monétaire qui était vraiment attrayant là, pour passer à ce nouveau système-là. On parle d'un coût annuel d'économie d'argent de 13 000 qu'on sauvait là, justement en coût d'achat de combustible. On a eu une subvention de l'ordre de 67 %, si je ne me trompe pas, là, pour réaliser l'installation de ce nouveau système. Pour en venir à notre... dans le fond, ça nous parlait de 36 500 $ que ça nous a coûté pour l'installation de ce nouveau système-là. Fait que le payback s'est fait sur 3 ans. Ça a été calculé qu'en 3 ans, là, on a eu un retour sur l'investissement du fait de convertir là, de la biomasse plutôt du mazout à la biomasse. Autre avantage, nous autres, qu'on en tirait, c'est qu'on en fait, dans le fond, c'est de la valorisation des résidus forestiers. Ladoré étant une municipalité entourée de forêts, à proximité de moulins, je vous dirais qu'on a même un complexe de sciage à Ladoré de produits forestiers résolus qui est un des joyaux là, de le complexe, puis qui fait justement rouler notre économie locale là, au niveau municipal. Donc, on trouvait ça important là, de passer du combustible fossile à justement une ressource qui était quand même à proximité, puis en grand nombre. Donc aussi, on a regardé du côté de la réduction pollution, c'est qu'au niveau des gaz à effet de serre, on a une réduction de 61 tonnes annuellement qui a été calculée là, au niveau de la conversion de notre système de chauffage. Un autre avantage au niveau de la combustion de biomasse, c'est qu'on a trouvé que le taux d'humidité au niveau du sous-sol du bâtiment, étant donné que le système chauffait à la biomasse, c'est un air qui est plus sec, donc a grandement amélioré l'humidité du sous-sol. Donc, on a eu une grande diminution de l'humidité.
monde qui n'est pas parfait. On a des désavantages aussi à ça, d'avoir passé au système à la biomasse. On est chanceux parce que, étant donné qu'on a déménagé les bureaux de l'hôtel de ville dans l'église, on a de la main-d'œuvre qualifiée qui est capable de s'occuper du système de chauffage, chose que la fabrique n'aurait pas été capable à elle seule d'exploiter. On parle de... À chaque semaine, on a des inspections qui sont nécessaires, des inspections visuelles sur les équipements. On parle de vider les potes, j'appelle ça des potes à cendres. Autrement dit, la combustion génère des cendres. Donc, à chaque semaine, les appareils de combustion sont à vidanger. Donc, on a l'équivalent peut-être de... Ça doit générer à peu près 5 gallons de cendres par semaine là, sur trois chauffages là, qui marchent en simultané. Donc, on parle d'1 heure par semaine, à peu près un employé municipal là, qui en fait la gestion. À chaque année, on parle d'un entretien mécanique. Il faut aller inspecter à l'intérieur des chaudières, en faire un nettoyage complet. Ça peut générer à peu près 2 jours d'ouvrage pour un homme là, qui est le moindrement débrouillard en mécanique. Là. C'est quand même un système qui est facile à exploiter. Là. On parle un petit peu de débrouillardise, mais je veux dire, c'est pas compliqué. C'est de la petite mécanique. C'est une mécanique qui est quand même très basique là, comme système. Donc, c'est sûr, la chambre de combustion qui est à nettoyer 1 fois par année. C'est sûr qu'on a des composantes mécaniques qui peuvent briser durant l'année. Tout de même assez facile à remplacer. Ce qui est important, c'est que nous, étant donné qu'on est à l'ouest du lac Saint-Jean, le fournisseur de ces produits-là, qui sont basés dans la région de Québec, peuvent nous générer peut-être un délai d'1 journée ou 2 de livraison pour les pièces. Donc, par expérience, là, dans les 3 dernières années, on sait quelles pièces sont sujettes de briser fréquemment ou créer des petites problématiques et qu'on s'en tient en inventaire. Là. Mais c'est pas des systèmes qui sont quand même coûteux. Là. C'est assez facile d'en faire l'acquisition. Donc, c'est ça. Nous autres, à la Dorée, là, on est entièrement satisfaits là, de la conversion. Les avantages étaient beaucoup plus nombreux que les inconvénients générés par ce type de système-là. Donc, c'est ça. Je vous le recommande, je vous le recommande fortement, là, étant donné le faible coût d'achat des granules par rapport au coût quand même assez élevé du mazout là, annuellement là, pour chauffer des bâtiments quand même de grande superficie. Super, merci beaucoup, M. Bouchard, pour le témoignage. Donc, ça clôt un peu les présentations. Donc, maintenant, on va prendre le temps de regarder là, les questions qui restaient. On a une question ici. Linda Youd, les équipements sont fabriqués dans quel pays et y aurait-il moyen d'en fabriquer éventuellement au Québec et développer une expertise ici? Mathieu, je peux te laisser peut-être répondre à celle-là. Oui, mais il y a les équipements, selon les entreprises, il y en a qui ça va être des modèles européens qui vont être fabriqués au Québec. Dans certains cas, c'est fait en Europe. Pourquoi en Europe? Il y a une grande expertise là-bas. Depuis plus longtemps, ils utilisent la biomasse. Il y a beaucoup d'entreprises. Donc, puis il y a certaines entreprises qui vont faire ça. Il y a des modèles qui se font au Québec, il y a des modèles qui se font en Amérique du Nord. Il y a un peu de tout. Il y a une expertise qui est là, mais de façon générale, c'est sûr qu'au Québec, on a encore moins d'expérience qu'en Europe. Là, il y a certains équipementiers qui ne seraient pas contents de m'entendre dire ça, mais ceci étant dit, de façon générale, c'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de... Il y a un passé plus grand, donc voilà. Mais il y en a qui se font en Europe, il y en a qui se font au Québec. Il y a un peu de tout, donc ça va dépendre. Super, merci. Martin Ladouceur demande, est-ce que le coût de gestion de la biomasse est considéré dans le PRI? Si on réfère ici là, au diagnostic de potentiel, oui, en effet, c'est pris en compte là, pour le coût total de la biomasse. On a le coût du combustible qui est pris en compte, mais aussi le coût de maintenance et opération. Là, il y a un coût qui est mis pour ça aussi, un coût estimé. Là. Mais ça rentre en compte là, pour ensuite calculer le retour sur l'investissement. On demande ici, Lisandre Désy, est-ce que l'étude de faisabilité du programme peut être combinée avec le fonds EcoLeader?
Pour répondre à cette question-là, on est en collaboration avec le Fonds Éco-Leader pour trouver une façon d'être partenaire en lien avec leurs divers projets. Là. Donc, pour faire une réponse courte, oui, ça peut être combiné à travers une collaboration là, avec leur programme et le nôtre. Ça, on a répondu tantôt. M. Gosselin a répondu. Ici, une question, je pense que c'est plus pour M. Gosselin. John Arsenault demande « Les GES déplacés pour les projets de remplacement de propane mentionnés semblent varier de 0,8 à 1,1 tonnes de CO2 par tonne de biomasse forestière résiduelle. Ceci semble influencer le niveau de la subvention. Je me serais attendu à un déplacement constant autour de 1,1. Est-ce que c'est dû à des calculs de tech ou autres? C'est dû aux caractéristiques spécifiques de certains projets. Il y en a qui ont gardé des backups plus utilisés que d'autres. Il y en a qui ont utilisé des systèmes avec une efficacité un petit peu moindre, où on comparait d'autres systèmes avec des très bonnes efficacités. Donc, c'est un petit peu là que les variations vont être là. Dans les GES réduits, il y en a qui vont avoir remplacé, je marquais le remplacé par un temps de litre de propane par temps de litre de biomasse. Par tant de tonnes de biomasse, je veux dire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne restait pas de combustible fossile là, dans les backups ou dans la gestion de pointe. Donc, c'est pour ça que la réduction du GES n'est pas nécessairement directement en ligne avec les tonnes de biomasse utilisées. Surtout pour ça, l'utilisation résiduelle de combustible plus le type de biomasse et d'efficacité des systèmes utilisés, ça génère certaines variations. Super. Juste pour revenir au Fonds Éco-Leader, on me rappelle ici dans le chat, et c'est très pertinent, là, le Fonds Éco-Leader, en fait, ça s'adresse pour des projets privés, donc qui sont des organisations à but lucratif, là, donc le municipal, ça ne rentre pas là-dedans, juste pour votre information. Ensuite, on a, ça a été répondu, quelle est la consommation en TMA du projet de la Dorée? Donc, quelle quantité de biomasse vous utilisez annuellement, M. Bouchard? Est-ce que vous avez cette réponse-là? Je n'ai pas le chiffre de tonnage, mais si je ne me trompe pas, là, on parle de 13 000 d'économie par rapport au mazout. Au total, on avait pour 26 000 en mazout. Fait que je ne peux pas vous dire le nombre de tonnes que ça représente annuellement, là, mais on parle de 2 à 3 livraisons par année là, d'un camion. C'est un camion vrac qui vient livrer. Nous, on a une réserve d'installer dans le sous-sol, là, un genre de chambre où on a compartimenté justement pour avoir ces granules-là en vrac. Là, mais j'ai pas je pourrais vous répondre éventuellement, mais je n'ai pas le chiffre exactement de tonnes de granules par année qu'on peut passer. Et tant qu'à être, M. Bouchard, on me demande ici, est-ce que la Dorée possède un backup? Si j'y vais historiquement, l'Église n'avait pas de backup. L'Église avait un système de chauffage au mazout pour chauffer son système à l'eau chaude. Ce qui a été fait, c'est que le système au mazout a été débranché au niveau des cheminées. Et puis, les cheminées ont été réutilisées pour le système de chauffage à la biomasse. Mais le système de chauffage à l'huile, au mazout, est encore présent sur place. Donc, s'il y a une panne prolongée du système à la biomasse, il y a moyen quand même assez rapidement là, de reconnecter les cheminées du système au mazout pour être capable de se dépanner. Là. Mais le système, si je peux y aller avec le système biomasse, là, on a quand même 3 brûleurs qui marchent en alternance. Donc, c'est jamais les 3 systèmes en même temps qui fonctionnent. Là. On en a normalement un qui fonctionne. Des fois, en grande demande, on y va à 2 systèmes. Mais il n'y a jamais 3 systèmes ensemble là, qui fonctionnent. Fait qu'il y a toujours un brûleur qui est en réserve. Là. Super. On a ici Camille Alison Charbonneau qui demande « Avez-vous ciblé des pôles de production de granules ou plaquettes au Québec niveau économie locale? »
Ah, Mathieu, j'ai vu que tu t'es démuté C'est rapidement, vraiment vas-y. une bonne question. Merci Camille, encore une fois, super bonne question. Oui, il y a déjà eu des travaux, entre autres de la Fédération des coopératives forestières, pour estimer un peu c'était quoi le potentiel de chaque région. Euh, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, mais en fait, les pôles de production de granules ou de plaquettes, euh, mais en tout cas, c'est une question bien complexe qui dépasse un peu le cadre de ce que j'ai envie d'aborder ce matin, mais il y en a qui ont été ciblés, mais dans certains cas, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, c'est un endroit où, je pense que c'est un bel exemple, le Bas-Saint-Laurent, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de projets dans la même région, donc ça a été facile de créer après ça un centre de conditionnement de la biomasse, donc un pôle de production de plaquettes dans ce cas-là. Mais ça vient un peu avec, on peut cibler des endroits où il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de matières premières, mais si on n'a pas l'utilisation qui vient avec, ben c'est un peu plate. Là. Cette matière première-là, il faut l'utiliser d'une façon quelconque. Dans le cas des granules, ce qui se fait en ce moment, c'est viser l'exportation. Donc, s'il y a accès à un chemin de fer pas loin, ça règle le problème. Dans le cas des plaquettes, il faut une utilisation locale. Donc, la question est un peu, oui, il y a beaucoup d'endroits où il y a des pôles qui ont été ciblés, mais là, la question qui vient après, c'est où, comment on va l'utiliser, de quelle façon. Donc, il faut que les deux arrivent ensemble. Puis, tu sais, nous, on travaille beaucoup d'un point de vue justement de créer des chaufferies, je vais dire, mais évidemment, si on arrive à un endroit et qu'il n'y a pas de production de plaquettes ou de granules à cet endroit-là, ben c'est une problématique. Donc, les deux doivent arriver en même temps sur un territoire. Donc, c'est une problématique qui est régionale, à laquelle on essaie de s'attaquer de différentes façons, mais c'est une excellente question complexe, je veux dire. Mais Mathieu, t'inquiète, on a une question qui est un peu en lien là, de Pascal Bourgault. Est-ce que vous avez des statistiques concernant le nombre d'entreprises fournissant ou pouvant fournir de la biomasse forestière résiduelle, histoire de montrer les capacités du marché encore disponibles? J'ai pas de chiffres. Il y a déjà eu des chiffres, mais en ce moment, là, si on regarde le marché, là, la problématique, c'est pas les gens qui offrent de la biomasse. La biomasse résiduelle inutilisée, il y en a beaucoup. Puis là, ça, c'est d'un point de vue au Québec, de façon générale. Après ça, par région, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines problématiques. Il y a certaines régions, il n'y a pas de biomasse vraiment disponible. Dans d'autres, par exemple, l'Outaouais, ça c'est un bon exemple en ce moment, mais c'est l'usine Fortress qui était là avant, qui utilisait beaucoup de parts en fait, de bois de trituration, donc du bois qu'on pourrait utiliser pour la biomasse. Puis Fortress a fermé, donc les scieries dans ce coin-là se retrouvent avec un immense surplus de copeaux. Ça n'a pas vraiment quoi en faire. Donc, ces questions-là, de façon générale, il y a de la biomasse de disponible, mais c'est pas pour rien que Tech, entre autres, offre des études sur l'approvisionnement parce que dans certains cas, c'est une problématique et il faut regarder vraiment qui peut nous approvisionner. Super, merci beaucoup, Mathieu. Je pense que on a peut-être une petite dernière question là, pour M. Bouchard. Est-ce que le système de la Dory peut utiliser des copeaux? Non, c'est strictement un système là, qui est alimenté par des granules. Donc, pas de copeaux pour chez nous. Super. Faire un petit peu de pouce là-dessus, Emmanuel, si tu permets. Là. Tu sais, Oui. ça, c'est vraiment, j'en ai parlé un peu, là, mais c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre. Tu sais, les fournaises à la biomasse, les chaudières à la biomasse, c'est de la technologie qui est avancée. Mais c'est important. Tu sais, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans une chaudière puis espérer avoir des bons résultats. Si la chaudière a dit 25 plus ou moins 5 d'humidité, il ne faut pas se dire, tu sais, on ne peut pas mettre quelque chose en dehors de ce range-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça ne va pas bien brûler pour différentes raisons. Donc, c'est vraiment important, dès le début, avant le projet, de se dire qu'est-ce que j'ai comme approvisionnement local, sur quoi je peux me baser, c'est quoi mes risques, est-ce que j'ai juste un fournisseur? Puis à partir de là, tout de suite, dès le début, de penser qui va nous fournir en approvisionnement. Ce n'est pas indépendant du type de chaudière utilisée, ça vient ensemble. Il faut se poser la réflexion parce que le projet, si on dit ben, je vais acheter tel type d'équipement, puis finalement, dans la région, tout ce qu'il y a de disponible, c'est des granules ou des plaquettes, ça ne va pas bien aller. Il y a certains types de chaudières qui peuvent s'adapter, sont généralement plus chers à l'achat, mais ça peut permettre une flexibilité. Mais c'est ça. Si on fonctionne aux granules, c'est aux granules. Si on fonctionne aux plaquettes, c'est aux plaquettes. Puis ben, c'est un peu ça, c'est vraiment un message clé, essentiel à comprendre. Super.
Juste pour terminer, là, une précision par rapport au fonds EcoLeader, là, eux aussi peuvent financer une étude de faisabilité pour une entreprise là, privée et le programme de tech, comme on a vu également. Par contre, les deux aides financières ne peuvent pas être combinées à cause que les deux relèvent du MEI. Donc, quand je dis qu'on collabore avec eux, c'est pas dans le sens qu'on cumule les subventions. On travaille avec eux pour la sensibilisation puis le référencement en région, mais pour ce qui est de la subvention officielle, là, ces deux-là ne sont pas cumulables ensemble. Juste pour répondre à cette question-là. Et finalement, on me redemande là, si les présentations vont être partagées. Oui, on va, comme mentionné, on va les mettre sur la page de l'événement Facebook. Et si jamais là, vous voulez avoir accès pour raison X, là, vous pouvez toujours nous contacter là, par courriel pour nous la demander. On peut vous l'envoyer sous un autre format ou quelque chose comme ça. Là. Je vais vous remettre rapidement là, mes coordonnées si vous voulez prendre ça en note. Et comme mentionné, ça vaut autant pour la présentation que si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer et évaluer votre potentiel, si vous voulez collaborer d'une façon ou d'une autre. Vraiment, c'est la première étape. Et si vous voulez aussi, si vous avez des questions plus spécifiquement pour M. Bouchard, M. Gosselin ou M. Belland, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vais vous mettre en contact directement avec eux aussi là, pour répondre à des questions plus, qui portent plus sur leur sujet à eux. Et donc, finalement, ben, je tiens juste à remercier tout le monde d'avoir participé au webinaire et de porter vraiment un intérêt et des questionnements par rapport à la biomasse. Nous, vraiment, là, on est content de voir que les gens, ça les accroche et ils veulent en apprendre plus. Et c'est exactement pour ça que notre projet et que le programme de tech est là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour ça. Donc, merci tout le monde d'avoir participé. Ça va clore pas mal la présentation d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.